je dis bonjour à tout le monde, à tous les téléspectateurs, sans énoncer la Guadeloupe, la Martinique, toutes ces personnes qui, loin de nous, par les moyens modernes de communication, nous écoutent et nous entendent et nous font des compliments. Bonjour, Frédéric d'Espagne. Bonjour Gérard. Vous allez bien? Ça va bien? Très bien, vous? Très bien, bonjour. Bonjour Gérard. Bonjour Manu de Rina. Yes. Cette familiarité avec quelqu'un qui a un nom en particulier, mais on est des potes. Eddie Marajo, star. Merci du compliment. Mais c'est la réalité. Mon vieux Zig, ça en fait. Bonjour à tous. Deux petits mots. Un pour partager la douleur d'avoir perdu Victor Trèfle, c'était la plus grande voix, à mon sens, à ma connaissance, du Belay. Et puis son expérience avec Iskrem Jam était extrêmement intéressante. Oui. Et puis aussi un clin d'œil au concours, enfin pas au concours, à la manifestation qui a eu lieu à l'initiative de Sabrine Andy-Vermeulen et Daniel René Corail concernant les chants dans les écoles. Ouais. Puisqu'il y a 15 écoles qui ont fait une prestation en interprétant des chants du patrimoine martiniquais. Je pense que c'est une excellente opération. Voilà. Je voudrais vous dire rapidement quelque chose que je vais lire pour ne pas partir dans des broderies, comme dirait ma grand-mère. Le projet de loi contre la vie chère de M. Valls, qui, malgré ses déclarations offensives, vous vous souvenez, ces mouvements de menton contre la grande distribution et les annonces sur la baisse sélective des prix grâce à des ajustements logistiques et fiscaux, je ne vais pas entrer dans le détail, le BQP, etc. En fait, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Bon, on ne va pas faire un débat, on va le traiter longuement, ce sujet, parce que ce projet de loi ne remet pas en cause le modèle économique que nous connaissons, quoi, où 85% des biens de consommation sont importés. Et dans ce projet de loi ne sont pas traitées des questions importantes, à mon avis, comme je viens de vous le dire, la dépendance aux importations, le morcellement des terres, l'accès difficile au crédit pour la petite agriculture, la concurrence déloyale des produits subventionnés, les rares et dérisoires mesures qui sont prises d'ailleurs en faveur de la production locale. Alors là, ça, c'est la cerise sur le gâteau. La réservation d'une partie des marchés publics aux PME ultramarines. On va toucher à la Martinique spécialement un droit qui est un droit national et peut-être même européen. Alors bravo l'Europe et bravo le Conseil constitutionnel. La création d'une assurance récolte. Et puis ça, c'est très amusant. La création d'une assurance récolte, mais s'il n'y a pas de récolte, on va assurer quoi? À mon avis, c'était un rendez-vous manqué. Et j'avais fortement espéré, tout en faisant la moue, parce que comme beaucoup d'entre nous, c'est rassemblement d'élus venus ici des quatre coins du monde, avec quel argent et comment et pourquoi faire. J'avais pensé qu'ils allaient très concrètement appréhender, prendre en main ces problèmes-là. Et je suis déçu. Reste de l'actualité, s'il vous plaît. Ça n'est qu'une résolution, mais enfin, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale française le 5 juin concernant la double dette d'Haïti. Oui, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. La première, qu'on remonte dans l'histoire, en 1625, les Français débarquent en Haïti. Voilà. L'île s'appelle Saint-Domingue. Yes. 1697, il y a une partition de l'Espagne et de la France, de Saint-Domingue et Haïti. Yes. L'Espagne est à Saint-Domingue, la France est en Haïti. 1804, la révolution haïtienne, Haïti libérée. Mais en 1825, c'est-à-dire 24 ans plus tard, sous la direction de Charles X, la France débarque en Haïti avec des navires de guerre. Et puis le propos est très clair. On a perdu trop d'argent en Haïti, donc il faut que vous nous remboursiez, autrement dit, achetez votre indépendance. 150 millions. Oh. Il se trouve que dès lors, l'Haïti a besoin de sa liberté, Haïti achète l'indépendance. Mais on s'aperçoit assez rapidement que c'est quelque chose qui est d'une ambiguïté absolue. Et il se trouve que les banques françaises prêtent de l'argent à Haïti pour qu'Haïti achète son indépendance. Avec intérêt. Avec intérêt. Au total, on est parti de 150 millions, et on est arrivé à 525 millions de sommes remboursées par Haïti. Ouais. Évidemment, toutes ces sommes ont cassé l'économie haïtienne, parce que toutes les productions d'argent qui servent à payer une dette ne sont pas, bien évidemment, au service du développement. C'est pas fini. Les États-Unis arrivent en Haïti en 1910 par la banque. Les Français, Américains et Allemands. La Banque d'Haïti est aux mains d'étrangers. Voilà.
En plus, il y a une extorsion de 500 000 $, hein, puisqu'il y a eu 19 années d'occupation militaire américaine en Haïti. 500 000 $ qui sont amenés sur les comptes américains et qui sont déposés à Wall Street. Oui, ils ont vidé une banque. Oui. Voilà. Bon. Tout cela nous amène effectivement à aujourd'hui, puisque ce sont des choses qui sont sues aujourd'hui, parce qu'on se demandait comment Haïti n'arrive pas, pourquoi Haïti n'arrive pas. C'est quand même 10 millions d'habitants, enfin, déjà en Haïti, il me semble, hein, et puis plus la communauté internationale. Et puis il y a eu l'épisode du Valier. Alors en même temps, je me dis, c'est vrai que c'est important de comprendre l'histoire, parce que on peut peut-être comprendre qu'il y a eu une dictature en Haïti, parce que dans un pays qui est aussi fragilisé par son histoire, par tous les problèmes qu'il y a eu, effectivement, ce n'est pas aussi évident de mettre en place la démocratie dans le concept que nous connaissons aujourd'hui. Bien. Alors, bien évidemment, ces questions sont posées et il se trouve que le gouvernement français est confronté à ça. Vous vous rappelez que Hollande avait déjà dit qu'il reconnaissait, mais il ne remboursait pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, M. Macron a créé une commission. Et dans le cadre de cette commission, je pense que les élus ont adopté une résolution pour reconnaître effectivement l'injustice infligée à Haïti. Alors, 59 voix pour, 9 voix contre, dont le RN et la droite ciotiste. Les Républicains n'ont pas pris part au vote. Voilà. Donc, aujourd'hui aussi, il y a une enquête du New York Times qui met en relief, effectivement, toutes ces situations. Mais il est clair que la dette d'Haïti a précipité le pays dans la ruine et les signes sont bien présents. Alors maintenant, est-ce que la France va rembourser dans le contexte d'aujourd'hui, de la France d'aujourd'hui, de l'Europe, de l'environnement de la guerre et tout, c'est pas évident. Mais en tout cas, Béatrice Bellé dit la France reconnaît ses fautes, mais elle évite les réparations. Ouais. Ouais. On peut savoir qui aura donné ça, puis dans le désordre du pays, comment ça va se faire. Le déploiement de la garde nationale à LA, à Los Angeles, décidé par l'administration fédérale, a ravivé le débat sur la place de l'État fédéral dans la gestion des crises locales et la préservation des libertés fondamentales. On parle des États-Unis, vous aurez compris ça. L'intervention fait l'objet d'une bataille judiciaire dont l'issue pourrait faire jurisprudence, parce qu'il faut quand même donner un cadre juridique à M. Trump. N'est-ce pas, Madame d'Espagne? Oui, d'Espagne. Hein. Oui, pas d'Espagne. Oui, donc effectivement, tu as bien contextualisé. En juin 2025, les forces de l'ordre fédérales sont intervenues. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer aux États-Unis deux grandes forces, deux grands niveaux. L'État fédéral et les États. Les États-Unis sont des États fédérés. Historiquement, c'est un regroupement d'États. Ce n'est pas un seul État, d'où la terminologie États-Unis. Effectivement, les forces de l'ordre sont intervenues de façon jugée très arbitraire par les forces de l'État. On parle bien de l'État de Californie. Au sein de cet État, donc, parce qu'il y a eu tant des rassemblements pacifiques que des émeutes qualifiées, auprès notamment des communautés afro-américaines. Et il y a eu une levée de boucliers par le gouverneur de Californie, par le maire de Los Angeles et un certain nombre de sommités, parce que l'État fédéral, donc le président Donald Trump, est intervenu directement sans consultation préalable de cet État. Par conséquent, l'objectif étant d'invoquer l'Insurrection Act, donc l'acte d'insurrection de 1807. Et cet acte, c'est la vision qui est tout à fait sacrée de respecter d'abord les prérogatives de l'État avant de respecter d'abord les prérogatives de l'État, avant de pouvoir intervenir et d'intervenir pour des motifs de force majeure, des motifs qui véritablement mettent en danger les États-Unis. Donc c'est un revers judiciaire parce que la Cour suprême et un certain nombre d'autorités judiciaires ont aussi eu cette levée de bouclier en disant mais vous êtes intervenu sans consultation préalable dans cet État et on reconnaît bien la patte du président Trump qui, en dépit de ses réserves et de tout ce qu'il peut dire et de ses justifications, est intervenu alors même qu'il ne le pouvait pas de façon légale. Les États fédéraux, c'est un bastion. En 1787, les États ont proclamé leur indépendance et une certaine forme d'autonomie, puisque d'un État à l'autre, vous êtes véritablement
dans des Presque législations dans des pays différentes. différents, ouais. Il y a une autorisation de passage au feu rouge dans certains États, alors que dans d'autres, vous ne le pouvez pas. Mhm. Maintenant, quelle sera la limite? C'est ça qui est intéressant. Mhm. Même si, effectivement, Trump a subi un revers judiciaire, puisqu'il a été retoqué dans cette intervention que l'on peut considérer comme arbitraire, dans son propre État, enfin dans ses propres États-Unis, quelle sera la suite? La guerre de sécession a commencé comme ça, hein, il faut le dire. C'est-à-dire quand il y a eu de l'interventionnisme d'État par rapport à d'autres. Est-ce que ce serait le début d'une certaine façon d'une possible, bien évidemment entre guillemets, guerre civile? Le feu aux poudres n'est pas très loin. Très bien. Comment ça va se terminer cette histoire? Voilà, c'est ça la question. Qui c'est qui va l'emporter? Mais là, ça nous ramène aux enjeux de l'embrouille entre Trump et Musk. Vous vous souvenez des interventions intempestives c'est Musk, qu'est-ce qu'on dit? Musk ou Musk? Musk. Musk. Je ne sais plus. Enfin, Elon Musk. Elon Musk, voilà. Musk qui bondissait au bureau ovale de joie, je ne sais pas pourquoi, n'importe quoi, certainement sous comment s'appelle ça le drogue, enfin, ça, enfin, La méthamphétamine. oui, des amphétamines, ouais. Ouais. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'est que cet assortiment? Combien de temps ça va durer, ce duo Paul bizarre? Et finalement, voilà que ça y est, la guerre est déclarée, presque des insultes sont échangées. Presque. Ouais. C'est gentil. Il y a un balancier, pardon Gérard, Oui. aux États-Unis, il faut le dire, entre l'extrême liberté, qu'on qualifie même de libéralisme, C'est ça. et une certaine forme d'autoritarisme, très souvent à l'égard de minorités, qui font partie de la Tu as raison systémique de préciser américaine qu'il y a un dessous. et qui se manifeste très Absolument, régulièrement et qui absolument. prend ses lettres majuscules avec Oui. Donald Trump. Et c'est pour ça qu'il va nous parler maintenant des substrats, des dessous, vraiment économiques, là, économiques de cette affaire. Ouais. Oui, en fait, cet attelage très étonnant Ouais. était évidemment destiné à se cracher, tout simplement parce qu'il obéit à des philosophies totalement opposées. Différent. Ok. Ouais. Donc, Trump, c'est quand même l'expression la plus ridicule, n'ayons pas peur des mots, d'un conservatisme bon teint américain, mais qui là dépasse toutes les limites. Musk, c'est... Alors, rappelons que Musk, c'est d'abord un Sud-Africain. Il faut quand même le rappeler. Ce n'est pas un Américain au départ. L'apartheid et tout ça, tu penses? Ah ben oui, il est né dans un pays où les divisions ethniques et, on va dire, économiques étaient Tranché. inacceptables pour Ouais. lui-même d'ailleurs. Il le dit. Il le dit. Bon, et tout ce qui touche à la liberté, à l'innovation, aux ruptures, aux transgressions, pour lui, c'est un dogme. Voilà. Donc vous imaginez bien qu'un type qui est un conservateur bon teint et puis une espèce d'altermondialiste, entre guillemets, à l'envers, ultra-libéral, c'est compliqué. Alors les gens voient Trump comme lui-même un ultra-libéral. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Trump dit, ma ligne de conduite, c'est d'abord le protectionnisme. Je veux que les gens qui habitent ce pays soient protégés. Le mouvement MAGA, quoi, la Grande Amérique. Voilà, Make America Great Again. Ouais. Alors, on imagine bien que quand quelqu'un prône le protectionnisme, il élève des barrières douanières, et l'autre individu de l'autre côté dit, mais des barrières douanières, mais ça ne me va pas. Ça bloque mon business. Ça bloque mon business. Moi, je veux pouvoir importer des pièces détachées, réalisées au Mexique ou au Canada, À meilleur prix. à des coûts qui n'ont rien à voir avec ceux que je pourrais obtenir aux États-Unis, et vous me bloquez. Et je veux avoir des techniciens les meilleurs au monde, quelle que soit sa couleur de peau, sa nationalité. Voilà, alors la deuxième frontière, puisque c'est des frontières, l'autre Oui. il veut élever des frontières. Ouais. La deuxième frontière, c'est sur ce qu'on appelle les visas spécifiques. Ouais. Les entreprises de haute technologie disent on n'est pas les meilleurs au monde. Les meilleurs, ce sont les Indiens, par exemple. Parce que les Indiens, eux, ils ont des industries de création d'ingénieurs. Et ils ont de quoi, puisque c'est le pays le plus peuplé du monde. Et on sait que les Indiens, sur un plan intellectuel, sont devant pas mal de peuples, on va dire ça comme ça. Bon, y compris les Chinois. Les Chinois n'ont pas autant d'ingénieurs au mètre carré qu'en Inde. Donc, Musk
se dit, bon, mes petits Américains, ils fument des joints, ils se bourrent de cocaïne et ils ne sont pas très efficaces, je vais faire venir des Indiens, des Jamaïcains, enfin, etc. Et Trump dit non, moi je veux donner la priorité aux jeunes blonds du Caucasiens. Kansas ou du Texas. Donc, deuxième rupture. Troisième rupture, tout ce qui touche à la fiscalité. La finance. Fiscalité d'abord. D'abord la fiscalité. Ouais. Trump dit, bon, je suis pour un libéralisme assumé en matière fiscale, mais vous ne pouvez pas non plus profiter à fond, alors j'ai creusé un peu cet aspect-là, vous ne pouvez pas profiter à fond de tous les avantages, de tous les privilèges sans reverser un peu, parce que sinon on part dans un délire. Ben, l'autre en face dit, mais non, nous, société tech en particulier, on veut pouvoir, parce qu'on crée de l'emploi, parce qu'on crée de la richesse, on veut pouvoir en profiter à fond la caisse, vous ne touchez pas. Trump n'est pas d'accord. Ouais. Trump n'est pas d'accord. Alors pas tant Trump que les gens autour de lui. Et puis le dernier point de rupture, c'est tout ce qui touche à la finance. Alors, le type à la casquette, Musk, dit la finance doit être une finance novatrice comme le reste. Ça veut dire en clair que nous devons avoir accès, par exemple, aux ressources de l'épargne des Américains à des coûts extrêmement faibles, et puis vous devez faciliter cet accès à la finance. Eh ben, les gens de Trump disent « Ah, pas du tout, monsieur. Non, attention, vos finances alt, ce qu'on appelle la alt finance, c'est-à-dire l'altérité, mais aussi la transgression, ça a mené à une catastrophe qui s'appelle les subprimes. Rappelez-vous, on prenait des bouts de maison qui de toute façon ne pouvaient pas être remboursés, les bulles immobilières. Et on créait des produits que les banques revendaient à des gens. En fait, on vendait du vent. Voilà. Et Trump dit non, ça va aller à la catastrophe, vous devez vous arrêter. Alors, au bout d'un moment, il y a des conséquences directes pour Musk. Musk a perdu en une journée 150 milliards de valorisation boursière. Les actions de Tesla se sont effondrées depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche. En Europe, les immatriculations de Tesla ont fondu de 74% depuis janvier. Donc, au bout d'un moment, le mec, il est touché au portefeuille et il dit la politique que Trump mène, ça suffit. Et c'est parti. C'est parti en quenouille. Et c'est parti. Voilà. Très bien. Bien traité. Jingle Société. Vous avez dû remarquer que jusqu'à maintenant, M. de Rênal n'a pas eu la parole. On va lui laisser tout à l'heure toute la fin de l'émission. Mais Frédéric, parlons encore d'un sujet sur auquel je tiens, c'est l'agriculture dans les Antilles. Oui. Tu as bien précisé française. Hein. Oui, française, bah oui, il ne faut pas confondre. Voilà. Donc, vous connaissez la photographie. L'agriculture est un modèle en Martinique basé sur l'exportation. Une exportation de matières premières qui prééminente par rapport à la polyculture vivrière, et puis une exportation qui nous soumet à des aléas, les fluctuations de marché, les augmentations de prix, et bien sûr, pour une île, des risques de rupture d'approvisionnement. Alors, on a des grandes exploitations agricoles, majoritaires en termes d'hectares, par rapport à d'autres qui sont de nombreuses, qui sont de petites unités familiales de moins de 5 hectares, qui, si on les agrège, pèsent aussi de tout leur poids dans l'agriculture martiniquaise. Il faut retenir un chiffre, 1/16 de ces petits agriculteurs aujourd'hui parviennent au niveau du SMIC, et parvenant au niveau du SMIC ont énormément de peine à payer leurs charges en parallèle. Et on a deux grandes mamelles, si je puis dire, puisque l'agriculture est subventionnée, quel que soit le lieu, et particulièrement en France et en Europe, par la PAC, mais chez nous par le POSEI et par le FEADER. Le POSEI étant autour de 150 millions d'euros et le FEADER étant un plan tous les 5-6 ans pour aller vite, autour de 30 millions d'euros. Alors la question est de savoir, et c'est là le sujet, quelles sont les solutions politiques, non pas pour démanteler la grande agriculture, je vais aller vite, mais de pouvoir
permettre Faire monter en puissance. à la polyculture vivrière de monter en puissance, de pouvoir vivre, et pour pouvoir vivre, bien évidemment, de pouvoir être aidé. Donc, certains politiques ont proposé déjà des plans d'aide, successivement en 2025 et en 2027, de 2 millions d'euros à 6 millions d'euros, et de pouvoir proposer également un plan proportionnel par rapport à la surface des terres cultivées. Oui. Et non pas à la production. Et non pas à la production, en précisant bien toutes les difficultés d'accès au financement. Prenons l'exemple du POSEI. Le POSEI vient directement de l'Europe en termes de fonds européens, en termes d'argent. La France vient compléter. Et ensuite, ça passe par une agence, la DEADOM, en Martinique, qui verse directement aux agriculteurs. Mais il faut faire les dossiers, il faut constituer les pièces, et surtout, le POSEI, qui se compose du régime spécifique d'approvisionnement, dit le RSA, et les mesures en faveur des productions, le MFPA, il s'agit d'être très technique. Et il faut des structurations de filières. Le grand propos du POSEI est de dire, vous pouvez bien évidemment bénéficier du POSEI, mais il faut pouvoir, non pas, je ne parle pas à un agriculteur, je ne parle pas à 2 agriculteurs ou à 3 agriculteurs, je parle à des coopératives, je parle à des syndicats, je parle à des associations. Et le grand sujet, puisque à peu près 80% du POSEI est affecté à la banane, auparavant grande partie au sucre, puis à l'élevage, c'est que la structuration des filières est hautement, non seulement économique, mais politique. Le grand sujet du POSEI est de pouvoir bénéficier du POSEI pour la petite, voire moyenne agriculture, et de pouvoir s'agréger, et ce n'est pas évident au niveau des indépendants, au niveau de structures, des moyens, des fonds, de pouvoir agréger autour d'une véritable vision politique agricole. Et je crois que le sujet, il est, bien moins de dire qu'il faut absolument que le POSEI puisse être accessible, que de le rendre accessible à cette agriculture dite marginale, mais qu'elle puisse s'entendre sur les mêmes produits. On peut parler par exemple de Valcaco, qui s'est fédéré autour du projet du chocolat et du cacao, mais on pourrait parler d'autres exemples. Qui va faire des salades pour pouvoir s'agréger comme les délicieuses salades du Morne Rouge? Qui va pouvoir cultiver tel légume et pas tel autre? Qui va pouvoir s'entendre autour de tel bœuf et pas tel autre? Ça voudrait dire concrètement que, comme pour Valcaco, ce POSEI pourrait être affecté à des regroupements professionnels et non pas à des individus qui, comme tu le disais, n'ont pas la capacité de monter ces dossiers qui sont complexes et difficiles. Exactement. Le POSEI dire. ne parle pas à une structure. Le POSEI parle à des filières. Le POSEI parle à des structurations de maillons avec une production. Peut parler, évidemment. Peut parler, mais parle. Une production, une transformation et une communication. Le plan POSEI va requérir ce process-là. Et c'est en rentrant dans ce process qui suppose une structuration et une entente préalable que l'on peut y parvenir. Donc le grand sujet, c'est de pouvoir structurer les filières pour pouvoir prétendre au POSEI. Mais sans structuration, pas d'argent. C'est ce que je voulais que tu dises. Très, très intéressant. Et il s'agit surtout de ne pas enlever à ce qu'on appelle les monocultures avec un rictus, mais qui quand même nourrissent. Emmanuel, demande le chiffre des personnes qui sont sur le compte de la banane. La banane, c'est entre 8 et 10 000 emplois directs et indirects. La canne? La canne, c'est 3 000 emplois, 3 000 emplois directs et indirects. Donc, il ne s'agit pas de jouer au gaucho et de dire il faut prendre l'argent de ceci et me donner l'autre. Il faut simplement augmenter et c'est très possible, ce n'est pas énorme comme somme pour l'Europe, il faut augmenter le portefeuille du POSEI. Délit d'obsolescence programmée. Aucune condamnation en disant l'obsolescence, quand cette loi a été prise, je me suis dit enfin, on va arrêter de se moquer de nous. Vous avez un appareil qui fonctionne très bien, puis brusquement, sans aucune raison, il arrête de fonctionner. Ou alors, juste quand une nouvelle version pour les portables lance une nouvelle collection, vous avez qui ralentissent, qui bug, qui refusent de mettre d'application. Vous vous sentez réellement, je vais parler comme il dit, floué. Explique-nous ce qui s'est passé par rapport à ça. Oui, alors, tu l'as bien dit, l'obsolescence programmée, c'est quand je mets un produit en vente, je m'arrange pour que dans X temps, il tombe en panne, non pas pour qu'il soit remplacé, parce que malheureusement, nous sommes dans une ère où on ne répare plus les objets, mais pour qu'il soit changé, parce que c'est bien plus rentable économiquement de racheter le nouveau produit. Ouais. Et en même temps, le marketing de vente
rend indispensable la nouvelle version. Donc voilà le mécanisme de l'obsolescence programmée. Alors, il y a des cas très concrets qui ont été pointés du doigt. On va citer effectivement Apple qui, c'est en 2017, a été pointé du doigt Condamné. et condamné. Alors, condamné non pas pour obsolescence programmée, curieusement, Ouais. mais pour pratique commerciale trompeuse. Ouais. Parce qu'en effet, on s'apercevait qu'au bout d'un certain nombre d'années, les batteries s'affaiblissaient Ouais. et on ne pouvait pas les changer. Et donc, ça rendait l'objet obsolète, en fait. Voilà, résultat, quand même, 25 millions d'euros d'amende pour Apple. Donc, une petite paille. Ouais. Et puis, il y a d'autres marques. Il y a notamment des marques de copieurs. On parle, je crois que c'est Epson en 2017, Ouais. a été pointé du doigt, accusé, mais toujours pas condamné. Et puis, en ce moment même, je crois qu'il y a un sujet autour de la marque HP avec ses cartouches d'encre. Et donc, voilà, ce sont des sujets où, curieusement, une loi a été votée en 2015 en France, puisque aujourd'hui, l'obsolescence programmée est reconnue comme un délit, mais depuis 2015, aucune condamnation n'a été prononcée Ouais. au titre de cette loi. Donc, on peut se poser des questions finalement sur l'efficacité, parce qu'en réalité, le principe même de l'obsolescence, à mon sens, n'est pas du tout arrêté. On le voit bien, on voit bien le circuit et le cycle des produits, qui pose quand même une sacrée question, parce que et je pense que c'est à la fois du fait des industriels qui organisent leur business comme ça, mais là où c'est grave, c'est que ça a pénétré les esprits du consommateur, qui aujourd'hui sont intoxiqués au besoin de renouveler leurs achats, Ouais. et aujourd'hui trouvent tout à fait naturel, donc on complètement comment dire, assimilé le principe même de dire, au bout de 3 ans, je dois changer de téléphone. Ouais. En réalité, pourquoi, en fait, quand on réfléchit bien, dès qu'un téléphone permet on pourrait garder son propre téléphone pendant 10 ans. Mais le système marketing et les consciences individuelles se sont combinés pour que ce cycle devienne un fait de société qui marque les comportements. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez dangereux. Et puis, alors ce qu'on peut retenir comme idée, bon, effectivement, ce qu'est l'obsolescence programmée, ça existe encore. Et il y a une loi qui existe, mais elle est muette. Ouais. Voilà. Et puis la troisième idée, quand même, que j'ai envie de pointer du doigt, c'est que ce principe de l'obsolescence programmée, elle est peut-être encore plus dangereuse chez nous, en Martinique, pour des raisons bien simples. C'est que quand on a un objet qui est en panne et qu'on veut quand même le réparer, on passe par l'acquisition de pièces détachées qui sont loin, qui sont coûteuses, Ouais. qui prennent du temps à venir. Donc le circuit même de réparation est 10 fois plus complexe quand on est sur une île comme la Martinique. Donc ça rend du coup plus nécessaire le fait de changer de ces objets. Et puis il y a aussi un autre phénomène auquel on ne pense pas assez, mais ça va devenir critique, c'est qu'aujourd'hui on est sur une île fermée. Mettre au rebut des objets, eh bien on les met où? Aujourd'hui, les décharges du Céron, du Petit Galion, elles sont remplies. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets? Donc il y a aussi une gestion même des déchets qui va devenir de plus en plus critique. Et là, on met le doigt sur un vrai sujet qui, à mon avis, devra faire l'objet d'une émission pratiquement entière. Non, messieurs les élus, il faut vraiment que vous nous écoutiez, parce qu'on vous donne des éléments de réflexion et d'action. Écoutez-les, écoutez Marajo, écoutez Boutan, écoutez Frédéric Dispan, ce sont des gens qui sont cultivés, qui étudient les dossiers avec moi et qui vous donnent des suggestions. On ne fait pas ça pour faire le buzz. Je sais qu'on a une époque, bon, je vais y aller, je vais lâcher mon fait, permettez-moi. On a une époque où on a des présidents de la République qui portent des bracelets, à qui on met des bracelets à la cheville, à qui on arrache la Légion d'honneur de leur poitrine, qui étaient des grands maîtres de la Légion d'honneur. On a une époque où le narcotrafic, il prend en main les États voisins. On a une époque où la corruption, si j'écoute mon ami dit règne partout. Alors, mais ceux qui ne sont pas corrompus, ceux qui ne courent pas après une Légion d'honneur qu'on va leur enlever, ceux qui ont une conception éthique et morale, écoutez-nous, prenez des fiches, prenez des notes, appelez Edip, si c'est plus accessible, vous le connaissez bien, dites redonne-moi le dossier un petit peu de l'obsolescence, dis-moi comment on peut faire. Voilà, voilà ce que je vous demande de faire. Edith, tu voulais dire quelque chose? Oui, une petite blague quand même. Une Oui. petite blague liée à l'obsolescence. C'est deux Martiniquais qui sont à la campagne, et Nian qui a dit l'autre là, m'a acheté un nouveau téléphone. Il a dit, moi, le nouvel iPhone, super génial,
Alors, de la canne demandé, mais où j'ai un téléphone, Pouchi, Faut Pouchi, ou les, qui différence qu'il y ait, puis nouveau à Bougadi, mais comment ils savent qui différence, moi, pourquoi acheter? Il y en a une, il y en a une meilleure. Non, il y en a une meilleure. Il y en a une meilleure que Dim nous avait donnée. C'est un petit garçon qui va voir son grand-père et puis il prend sur le buffet un bouquin, il regarde et puis il fait ça pour. Et puis il dit, papy, c'est une merde ton truc, là, ça ne fonctionne pas. Taxer les milliardaires rapporterait 20 milliards d'euros. On est Ouais. sérieux, mon frère, on revient, on est à contre-temps. Monsieur, oui, là, c'est terminé. Le Sénat français a rejeté le 12 juin tout récemment une proposition d'impôt de 2% sur le patrimoine des milliardaires, évoquant des choses que tu vas nous dire, mais qui va rapporter de quoi largement récupérer les 40 milliards dont le gouvernement a besoin pour Oui. équilibrer son budget. Oui, en fait, alors, je vais prendre le truc à rebrousse-poil. Là, Comme d'habitude. Oui. Si on résume, pour régler nos problèmes budgétaires, il suffirait de taxer un tout petit peu des gens qui ont énormément d'argent. Voilà. Bon. Il y a 3000 types en France qui possèdent une richesse patrimoniale. Alors, c'est pas du cash, hein, attention. Hein. Ce sont des actions, c'est des choses qu'on peut revendre, ok, mais ce n'est pas du cash. Bon, dans la majorité des cas, on est à près de 14 000 milliards, un truc fabuleux. Mais le prendre en rebrousse-poil, c'est de dire la chose suivante. Les milliardaires en France, ou les gens qui gagnent plus de 100 millions d'euros, ce sont des gens qui contribuent déjà faiblement à l'impôt global par rapport à leurs revenus, mais de manière massive par rapport à l'impôt lui-même. Je m'explique. En Martinique, prenons l'exemple de la Martinique. En Martinique, il n'y a que 9% des gens qui sont imposables qui payent de l'impôt. 91% des foyers martiniquais ne paient pas d'impôt sur le revenu. Mais quand on analyse d'où viennent ces sommes qui sont environ 300 millions d'euros d'impôt sur le revenu, quand on analyse, 80% de ces sommes viennent de 3% de la De la population. population. Donc, en clair, en France, les gens qui gagnent énormément d'argent contribuent à la très grande majorité de l'impôt. Déjà. Bon. Alors, les gens, il y a deux camps. Il y a des gens qui disent, mais il y a l'habitude de taxer au petit peu plus. Parce que Jacques Abad, là. Et puis, il y a d'autres qui disent, attendez, les mecs, attention. La fuite, Les types payent déjà l'équivalent de 80% de ce qu'on ramasse. Si vous poussez, on risque d'avoir un souci. Oui. Bon, moi, je ne crois pas qu'on aurait beaucoup de soucis. Hein. La problématique, en fait, c'est de savoir ce qu'on va taxer. En France, les gens ont tendance à vouloir taxer le patrimoine. Ouais. Ça, c'est la Révolution française. Tu as un château, tu es riche. Tu as des terrains, tu es riche. Non, non. Aux États-Unis, on dit la chose suivante. Ce qui n'est pas vendable immédiatement n'est pas intéressant. Ce qu'il nous faut, c'est du cash. Or, la problématique du cash, c'est qu'il est mobile. Quand on va commencer à dire, eh ben, on va taxer ce qui est en cash, c'est-à-dire ce que vous avez comme investissement liquide, ce que vous avez comme dépôt dans les banques, etc. C'est ce qui est disponible. Qui est disponible, immédiatement disponible. D'accord. Ce ne sera pas possible parce que les types, avec une touche, tout le monde ici est capable de faire ça, avec une touche, vous envoyez ça à Perpète les Oisirs. À Cayman Island. Bon, okay. À Cayman, aux îles Turques et Caïcos, etc. En tout cas, chez nous, dans la région. Okay. Donc, la solution, de mon point de vue, n'est pas une taxation comme 2% sur le patrimoine, mais une solution sur les transactions. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. La bourse. Pas seulement. Vous achetez. Quand on vous envoie 500 millions parce que vous avez vendu un terrain, il faut que les banques prennent sur les 500 millions tout de suite 2%. C'est ça. Et les pays où... Alors, ils sont très rares. Alors, pas sur la valeur du patrimoine, mais sur les transactions portant sur le patrimoine. Voilà. Ok, d'accord, j'ai compris. Voilà. De toute façon, vous allez vendre les trucs. Et ça passe par un système bancaire. Le système bancaire, aujourd'hui, rend service à l'État avec le prélèvement à la source. Non, mais ça passe aussi par les services de l'État, les droits d'enregistrement, les transactions. Oui, aussi. oui, mais bon, on sait déjà que quand vous allez dire à un type, il faut payer, il va prendre du temps pour payer. Tandis que la transaction... Oui, le prélèvement à la source, tu parles des modalités, d'accord. Pour que les gens comprennent bien, chaque fois qu'on vous paye un salaire, une partie est prélevée aujourd'hui
pour payer l'État par les banques. Ah ben, il suffirait de faire la même chose. Voilà. Comme ça se fait pour les salaires. Voilà. Vous nous avez bien compris? Mais ça, c'est au niveau du Parlement français, c'est monsieur Paquet. Oui, mais c'est faisable. Ouais, pièce. C'est En tous faisable. les cas, la fiscalité, on le montre bien, reste un choix politique, quoi. Et ça va le devenir maintenant pour nous, puisqu'on veut de plus en plus de responsabilité, de souveraineté, d'autonomie. Alors, rappelez les montants quand même en Martinique. Oui, rappelez-les. En Martinique, le business, hein, ce qu'on appelle le business, en Oui. fait, les dépenses. Appelons ça les dépenses. On aurait pu prendre les recettes, mais les gens comprennent mal les recettes, Oui. tout simplement parce qu'ils n'ont pas de recettes. Les dépenses. Les dépenses. Parce que longtemps à dépenser. C'est plus de 60 milliards d'euros hein, dans ce petit territoire. Oui. Et chaque année, les Martiniquais, par leur business, les salaires, etc., créent 10 milliards d'euros de richesse. Oui. Vous vous rendez compte? Oui. Ça veut dire que sur les 10 dernières années, nous avons créé 100 milliards de richesse. J'ai une fiche où j'ai récapitulé tous ces chiffres. Je vais te les envoyer pour avoir ton imprimature. Parce que tu es l'homme du chiffre. Jingle, culture. Penser le monde autrement, c'est un discours de Patrick Chamoiseau au rendez-vous au jardin. Jardin de quoi? Jardin de pierre de. Les jardins ouverts Jardin ouvert, jardin ouvert. à la direction des affaires culturelles de Martinique, à la DAC, Voilà. où il était invité. Il a prononcé un discours. Alors, Patrick Chamoiseau fait partie de nos penseurs à la pensée complexe. Tu m'as confié un sujet compliqué parce qu'il faut décrypter Patrick Chamoiseau. Il dit des choses très intéressantes, mais parfois difficiles à comprendre. Mais il a quand même un fond de pensée qui est assez récurrent. Et là, il a prononcé un discours. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a prononcé sans notes. Donc, c'est une improvisation et ça montre quand même sa puissance intellectuelle, sa fluidité intellectuelle et son assurance sur des idées complexes. Donc, ce que j'ai essayé de retenir ce que j'ai pu retenir de son discours, c'est trois idées. Bon, la première, il est dans la critique radicale du capitalisme. Ça, c'est un peu son dada profond, mais je vais y revenir parce que je pense que là, il fait une petite erreur. Mais en tout cas, lui considère que le capitalisme est le point qui pervertit le projet de société La relation que l'on peut avoir en Martinique. Oui, tout à fait. Il a des idées humanistes, en tout cas affichées très fortes. Hein. Il dit très clairement, l'être humain n'est rien s'il n'est pas créatif et créateur. Donc il joue sur la tonicité des capacités humaines à créer. C'est un créatif, c'est un créateur, c'est un artiste. Et donc il veut réveiller cette fibre-là en chacun de nous et pense que que le grand projet martiniquais est de libérer la capacité créatrice de chacun, en fait. Je pense que c'est ça sa vision profonde. Il est porteur d'une vision d'une économie plurielle. Donc là aussi, ça va dans le sens de la créativité. Il dit la fécondité économique passe par la variété des acteurs, la variété des sujets. Donc, il n'est pas dans une logique de monoculture ou de branches figées. Il faut que la multiplication ou la multiplicité des projets puisse interagir pour produire un choc créatif fécond pour le pays. Donc, il est défenseur de ça. Et puis, il lance aussi un plaidoyer pour une nouvelle communauté humaine qui intègre notre diversité. Donc, il est un peu glissantien de ce point de vue-là. Et donc, ça, ce sont des projets qui sont très intéressants. Mais il le dit, le fait qu'il dise tout ça avec une critique très forte sur ce qu'il appelle le capitalisme, c'est une manière, malgré tout, et ça je donne un peu un point de vue, mais en prenant un peu de hauteur, qui est de mettre un peu de côté quand même un pan entier des acteurs qui contribuent à la dynamique du pays. J'avais eu l'occasion, il y a déjà quelques années, de discuter avec lui de ce sujet, et je lui avais dit, en Martinique, le capitalisme financier n'existe pas. Je ne connais pas un seul chef d'entreprise, même le plus gros d'entre eux, qui prenne une décision d'entreprise en fonction d'un cours de bourse. Ça n'existe pas. Nous avons cette particularité, et c'est assez unique en réalité, d'avoir un tissu de chefs d'entreprise qui sont d'abord des enfants du pays, qui sont des gens qui, bien évidemment, font prospérer leur entreprise, mais le font dans une obsession de pérennité parce qu'ils font en sorte que l'activité perdure parce que eux vont mourir dans le pays, leurs enfants
sont nés dans le pays et vont mourir dans le pays. Donc, ça, c'est un capitalisme entrepreneurial familial qui change la nature du capitalisme. Et je pense qu'il faudrait que Patrick Chamoiseau intègre cette notion-là pour que tout de suite, ce monde des acteurs économiques qu'il qualifie un peu vite dans le champ du capitalisme financier redeviennent des alliés et non pas des opposants, parce que nous considérons, nous sommes assez nombreux maintenant à considérer que la force du pays et la perspective positive du pays, c'est que toutes ces forces vives se mettent ensemble, y compris les acteurs économiques, aux côtés de la pensée politique. Pour que nous puissions créer la nation martiniquaise. Voilà. Il faudrait que Patrick revienne vivre en Martinique. Oui. Tu vas commencer avec tes critiques sociales. Jingle, musique. Je crois que Christian va nous parler de Gilles Voyer. Oui, alors c'est vrai que je vais vous parler de Gilles Voyer aujourd'hui. Enfin, je vais essayer de faire un petit clin d'œil à Gilles. Alors, c'est vrai que quand je choisis un petit peu mes artistes pour pouvoir en parler, je suis un peu tributaire de ce que je trouve comme visuel. Oui. Et bon, il y a des artistes qui sont peut-être plus là, et auxquels je voudrais parler, mais je n'ai pas beaucoup de... Donc, ça limite un peu mes choix. Et quand il s'agit effectivement de chanteurs, c'est plus simple que quand il s'agit de musiciens, vraiment. Ouais. Mais j'ai choisi de parler de Gilles Voyer pour plusieurs raisons. Parce que c'est, je dirais pas qu'un homme de l'ombre, mais c'est parce qu'il est quand même beaucoup connu. Mais Gilles, c'est un artisan de la fabrication de la musique, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de qualité. Alors, il est né au Saint-Esprit, dans une fratrie de 3 personnes. Il y avait Yannick Voyer, son frère aîné, et puis il y avait un petit frère. Et il a appris à jouer au piano assez tôt. Il a fait des études à Poitiers, il a fait de la physique nucléaire, c'est quelque chose d'assez original. Ouais. Et puis, il a... Et puis, il se retrouve directeur du Oui, on va en parler. De Cluny, oui. On va en parler, tout à fait. Bon, je vous invite quand même à voir une première vidéo. C'est un pianiste, hein, j'ai oublié de le dire. J'ai choisi un solo de piano qui est fait. C'est avec Taxi Créole qu'il a eu l'occasion, bien évidemment, d'être le plus en activité. Je l'ai découvert vers les années 90-91. Un jour, je passe à la Galeria et j'ai un petit clin d'œil pour... Il a disparu, M. Boulanger, je ne sais pas si vous l'avez connu, qui a créé là-bas la Galeria, qui aimait la musique d'ailleurs. On discutait beaucoup de tout cela. Et un jour, je suis arrivé, je l'ai trouvé avec Tony Chasseur. Je me suis dit, tiens, je ne connais pas ce gars. C'est qui, monsieur? Bon, après, j'ai appris que Gilles Voyer, il a travaillé, il a fait ses études à Poitiers, il a joué la musique à Toulouse parce qu'il passait beaucoup avec des amis. Et puis, il a aussi travaillé très tôt avec Taxi Créole. Là, je vais vous proposer un premier titre de Taxi Créole avec Yannick Voyer, son frère. Et Gilles est arrivé après dans cette formation. Sans même au méga, l'homme qui a parti avant même il goûte en plein café, sans même au méga, l'homme
l'homme qui a parti avant même y grandir. Voilà, là c'est le succès qu'il a eu. C'est une composition de Gilles Voyer. C'est comme ça qu'il chantait par son frère Yannick Voyer. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au-delà de sa passion pour la musique, c'est un enseignant. Il voulait être musicien et enseignant. Il a commencé à enseigner de la physique. Et puis, il est aujourd'hui directeur d'un lycée professionnel. D'ailleurs, j'ai choisi une vidéo où il se présente sous cet aspect, quoi. Je m'appelle Gilles Voyer, je suis le chef d'établissement du pensionnat Saint-Joseph de Cluny, qui contient un collège et un lycée. Et je viens vous présenter un programme que nous avons élaboré avec le lycée Schellcher et son proviseur, M. Raymond Alger. Donc il s'agit de la prise en charge des élèves à fort potentiel pour mieux les préparer à intégrer des cursus d'excellence. Par exemple, s'ils veulent entrer dans des très grandes prépas, du genre Henri IV, Stanislas, Louis le Grand et tout ça, nous avons constaté qu'en Martinique, nous n'avons pas de programme spécifique pour nos élites, c'est-à-dire nos élèves qui ont les meilleurs résultats. Donc ici, nous avons pris l'initiative de leur concocter un programme qui leur permettra, nous espérons, d'avoir quelques outils pour mieux intégrer ces grandes prépas. Voilà, c'est un chef d'établissement, hein, je ne l'ai peut-être pas précisé, du lycée Saint-Joseph de Cluny, absolument. Tu dis le couvent. Oui, le couvent, c'est ça, tout le monde disait le couvent, absolument. Le couvent de Cluny. Mais c'est quand même intéressant à savoir parce que Gilles, il a encore plusieurs cordes dans son arc. Je l'ai connu bien évidemment au sein de la SACEM, il a fait partie du jury du prix SACEM et j'étais très sensible à sa bienveillance, à son sens de l'équilibre, vous voyez, à sa contribution. Il a aussi joué avec beaucoup de gens, avec Tania Saint-Val, avec Taxi Créole, avec Patrick Saint-Éloi. Voilà, je vous invite à voir une nouvelle vidéo de Gilles Voyer. M'arrêter tranquille à six côtés, qu'aveiller mon yo qu'avancer. Avant m'en prend courage, river, fait des pieds moins et en bouger. C'est qu'on s'y dit mille pitchettes et de bout, qu'à mal mène tout comme moi. Ton courant, j'y mène quoi les carèmes à s'enfuir. Mon pâte tout seul qui prend des toute commune l'entrée qu'à marcher. Personne pas ténose, jouer silence là. Mais tout le monde l'entrée qu'à veiller. Tu bois la face pour l'épaisseur, rive tiens. Magnifique. Un texte de Justine Biroir, Ouais. une composition de Gilles Voyer. Ouais. Vraiment, pour y ça tient bien. Ah, ouais, ça, Alors, j'aimerais vous dire également que sa devise, Gilles Voyer, c'est « J'essaie de ne pas faire de la peine aux autres ouais. C'est chouette. » Absolument. Gilles a été aussi, au-delà de son travail musical, promoteur de plusieurs manifestations. Le festival Musique Nous, il a fait des tournées, et, il a fait des productions d'albums. Là, aujourd'hui, il sort un album avec Tony Chasseur qui s'appelle Gilles Tonique, également. Deux. Et puis, Le 2. le... Gilles Tonique 2. 2, merci, tu as tout à fait raison de le dire. Et puis, c'est un compositeur, il a fait beaucoup de chansons. J'ai trouvé 120 titres à son répertoire, Ah. parmi lesquels, justement, je me proposais de te faire chanter « Come This Afternoon ». I want to be. I want you to come this afternoon. Voilà, ok. Come to me, come to me. Voilà. Alors, il a fait « À I want force you to come chercher this ». afternoon pour nous préparer en anglais. Voilà. Il a fait aussi « À force chercher ». Quelle équipe, Quel mon Dieu. trouvé. Voilà. Il a fait aussi, avec Fred Funk Donatien, « Ça ira ». Ça ira, Voilà. je te Voilà. jure que ça ira. Voilà. Donc, Gilles a un répertoire extraordinaire et donc on veut lui rendre hommage. Alors, il a fait aussi, après Taxi Créole, il a créé un groupe Wanazik. Oui. Et en ce sens, il a épousé un petit peu des expressions musicales que nous avons essayé de développer dans le Festival Biggie Jazz, parce que Gilles, il a voulu aller plus loin. Oui. Et je vous propose de terminer avec effectivement une image du groupe Wanazik à la Palouza.
Voilà, donc Gilles Foyer, je suis très heureux d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais enfin, je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais. Hein. Oui, je te remercie énormément. Je vous remercie tous. Ça me rappelle les propos d'un oncle qui a vécu quasiment aux États-Unis presque toute sa vie et qui me disait, parce qu'avec les moyens technologiques, il voyait des émissions, il me disait, mais Gerard, c'est où tu qu'à vivre en Amérique, où tu qu'à wish. Si vous viviez avec moi en Amérique, on serait de véritables stars internationales. Juste pour parler de Maureen Voyer, qui est sa fille aussi, oui, et qui est absolument. sur les scènes du monde aujourd'hui. C'est la fille de Daniel Roy de Corail et Gilles Voyer, et qui honore la Martinique. Je Voilà, crois que- la suite, la génération future. Je remercie les téléspectateurs, je remercie l'équipe, Mehdi, Flore, Max, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.